Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à mon peuple, bonjour à la famille, bonjour aux amis et puis comme je dis, bonjour vraiment à, à Douala, aux femmes de Je suis Kanto qui ont démontré ce que c'était que l'action, ce que c'était que l'activisme, comment il était possible de poser des actes de bien et dans des conditions, je dirais, difficiles, vraiment difficiles. Et donc, je vous félicite déjà par ma bouche parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous avez posé un acte historique et je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Nous vous remercions, nous, ici, dans la diaspora, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, partout. Tous ceux qui ont contribué pour que nos enfants, les enfants de nos leaders, des détenus, aillent en classe de manière normale. Et bien sûr, j'en profite pour remercier les familles du programme Doki qui silencieusement assurent l'arrière de ce genre de travail parce que tout ne se fait pas de manière publique, comme on sait. Et plusieurs de ces familles-là sont plutôt aidées de manière souterraine par le programme Doki. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe et je ne saurais que vous tirer le chapeau et vous féliciter. Mais aujourd'hui, il y a un autre thème qui nous lie et que j'aimerais que l'on discute. C'est un thème d'importance parce que, vous savez, l'opposition camerounaise, on dirait, la gauche camerounaise, en général, a son inspiration de l'UPC et de ce que j'appellerais l'ancienne gauche, c'est-à-dire l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, etc., etc. Et l'enjeu pour notre génération, c'est de définir l'opposition de manière pragmatique, de manière bonne, avec un socle moral qui soit ajusté aux enjeux de notre temps et puis également aux volontés de notre population. Et évidemment, qui s'ajuste par rapport aux tragédies, à l'histoire que notre peuple traverse. Comme quoi, pour le formuler autrement, on ne peut pas venir devant la crise anglophone avec les textes de Oumyobé et se mettre à les lire pour trouver une solution à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, étant donné que Oumyobé lui-même a été abattu dans son propre village et livré par des bassards comme lui. Donc, évidemment, sa solution pourrait être intellectuellement intéressante, mais même intellectuellement, elle n'a pas de qualité parce cela voudrait dire que l'horizon de l'opposition camerounaise ne peut pas dépasser Oumyobé, ce qui évidemment est absurde, étant donné que notre intelligence se renouvelle tout le temps, avec les problèmes, notre intelligence politique se révèle tout le temps avec les problèmes que la réalité nous pose. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir sur un propos extraordinaire parce que il est fondamental de l'ancienne gauche, mais aussi surtout de ce personnage-là, un propos de Anis Ekane, qui dit que, voilà, que les Zamba Boys devraient être exterminés. Et donc, il a fait cette interview-là dans une radio qui est nouvelle, qui est dirigée par un ami, Alex Yewé. Et donc, j'ai écouté ses propos avec beaucoup de frayeur. C'est vrai que j'ai été proche de Anis Ekane, je l'ai admiré comme chacun d'entre nous, à cause de son parcours militant et surtout à cause de son courage. J'étais avec lui en 2008 et j'ai été avec lui plusieurs fois. En 2008, surtout durant le mouvement d'humeur, sinon de grève que nous avons eu et qui ont causé des centaines de morts. J'étais avec lui, je l'avais déjà posé la question de savoir pourquoi il se cachait. Il m'avait dit qu'il se cachait parce que la police tirait sur les leaders et donc il se cachait. Bon, depuis, ses positions sont plus ou moins devenues extraordinaires. Et toutes les fois où j'ai été arrêté, il a été le premier à venir. J'ai commencé à me poser des questions sur la relation avec les militaires, avec les gendarmes surtout. Je suis allé au CED avec lui. C'est lui en fait qui a ouvert la porte et donc il m'a permis de rencontrer presque tous les généraux qui sont là-bas. Comme quoi, il m'a permis de voir plus ou moins la machine de ce système-là, mais les questions qu'il pose sont idéologiques. Et donc, cette question-là, en fait, ça dit, je pourrais bien dire que c'est un espion, pourrais bien dire que c'est un vendu, etc. Non, je vais parler de ce côté-là. Je crois qu'il a le droit de se vendre, il a le droit de se faire acheter sa propre liberté. Mais la question qu'il pose, en fait, ça dit que la remarque qu'il fait est symptomatique d'une certaine gauche, de l'extrême gauche, parce qu'elle se recoupe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Anis Ekane qui fait cette remarque-là, en fait, qui fait cette proposition-là, qui la présente. Autour de lui également, Kouebo, par exemple, dit la même chose, que les Ambabos devaient être exterminés. Eno Meyo Messé, n'est-ce pas, le 30 décembre 2017 avait déjà, c'est-à-dire avant vraiment le commencement de la guerre, sinon vraiment durant le processus de celle-ci, avait déjà dit que les Ambabos devaient être exterminés sans état d'âme.
À l'époque, d'ailleurs, on ne parlait pas encore d'Amba Boys, on parlait de Vipers. En fait, on ne parlait même pas encore de Vipers, on parlait tout simplement c'est-à-dire des citoyens, on parlait tout simplement d'anglophones des corporatistes, etc. Et là, il avait commencé avec une accusation extraordinaire. Il avait commencé avec l'accusation selon laquelle les anglophones là, qui posent la question de leur indépendance et puis de leur souveraineté, c'est-à-dire de leur autodétermination. Il avait commencé avec ce qui est devenu quelque chose plus ou moins répété, c'est-à-dire que ces anglophones ne sont même pas camerounais, qu'ils sont en fait nigérians, c'est-à-dire qu'ils sont des biafrais. Comme quoi il disait que ce sont des anglophones, ce sont des gens qui ne sont même pas des Camerounais qui attaquent le Cameroun de l'extérieur. Vous voyez que ces deux arguments-là se recoupent. Le premier argument voulant que les anglophones devraient s'exterminer, que les ambassadeurs devraient s'exterminer, que les Amba Boys devraient être exterminés. Et le second, c'est-à-dire l'argument de Ekane Anissé, le second argument qui est celui des nommés, mais c'est lui donne une légitimation. La légitimation voudra que ce ne sont même pas des Camerounais, donc ce sont des gens qui sont des étrangers qui attaquent le Cameroun. Comme quoi, avec Enom et puis Anissé Ekane, on voit donc deux faces de la même médaille, deux visages de la même médaille. Ce n'est pas surprenant si je vous disais que les deux ont été et font partie du corps idéologique du Manidem. Donc, c'est en fait l'expression idéologique du Manidem. Je suis en train de dire ceci, qu'il est bien possible d'argumenter justement sur un autre point de vue et dire que le Manidem s'est perverti avec Anissé Ekane, que le Manidem n'est plus ce qu'il était, que le Manidem maintenant est devenu quelque chose d'autre. Mais moi, je suis en train de dire, en fait, on peut même dire que le Manidem a été acheté par Tangandi, que Anissé Ekane, n'est-ce pas, il peut parler comme ça parce qu'il a l'autorisation administrative d'Atangandi sur le Manidem, comme il a la même mise sur les papiers du Manidem, alors que l'équipe qui a évolué du Manidem pense autre chose. On peut bien penser comme ça. Mais moi, je suis en train de dire que Anissé Ekane est en train de verbaliser une position qui est celle de l'ancienne gauche et qui mérite d'être discutée. Parce qu'on se retrouve dans une ancienne gauche qui présente la crise anglophone comme étant un cancer. On se retrouve avec l'ancienne gauche qui présente la prise des armes comme étant un cancer, alors que la gauche a toujours, sinon systématiquement, pris le pouvoir par les armes. Toute l'histoire de la gauche est là, c'est-à-dire on peut commencer par Castro, on ne peut pas dire quand même que Castro était un non-violent, c'est vraiment une insulte, on ne peut pas dire que Che Guevara était un non-violent, c'est vraiment une insulte. On peut continuer la longue liste de la gauche, on verra que c'était soit des gens qui prennent le pouvoir par les armes, soit par un coup d'État, ou bien c'était des militaires. Donc de ce point de vue, on peut me rendre jusqu'à Lénine qui a pris en 1917 le pouvoir en Russie, n'est-ce pas? Il a transformé en Union soviétique, on va se rendre toujours compte que ce n'est pas un coup d'État. Donc, poser la question des anglophones est là liée à la violence et en même temps les jeter, c'est-à-dire les jeter à l'extérieur de l'histoire camerounaise pour dire qu'ils n'ont pas de légitimation dans leurs actes. Et d'autre part, pour dire que leur légitimation est d'ailleurs extravertie parce qu'ils sont étrangers, c'est-à-dire qu'ils devaient être exterminés parce que ce sont des étrangers qui attaquent le Cameroun, étant donné qu'ils seraient biafrais, est déjà suffisamment révoltant, est déjà suffisamment insultant. Mais il faut aller maintenant encore plus profondément dans l'histoire pour se rendre compte que c'est une accusation qui n'est pas seulement insultante, qui est fondée dans le faux. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Elle est fondée dans le faux. Mais pour le faire, il faut écouter les propos d'un papa que j'ai rencontré en novembre 2017 à Tombelle. C'est le papa Épier. Donc nous allons écouter ses propos pour pouvoir juger de nous-mêmes de qui les anglophones dont on parle là sont. My name is Simon Ngwese Ipia. Can you please say something about what happened here on Coupe Mountain between 1961 and 1962? The little bit which I can say was that the Makiza came here to settle in the forest. We were seeing them. We were all in common, but we didn't know what they were aiming. We didn't know their aim. Not until one day that they left the forest, a troop of them, guns, cutlasses, and spears. Then they came and attacked us. As they came now, they killed two of our people
Then we saw that it's a serious matter. Then we started fighting with them to defend ourselves from them. And how do you defend yourselves? The defense was we two were fighting to kill them. And what do you do? We killed some of them, and they also killed some of us. And you cut your heads? No, in that case, no, they didn't cut, no cut, there was no cutting of head. Because in the village here, army came here, police, gendarmes, they saw everything. It was not a case of saying that they are cutting heads to go and show people, no. Is it the military that cut heads? Yes, those ones now, it was the military that said there was no reason for cutting any head. Ce qui est important avec ce que le papa Epié dit, ce qui est important avec ce qu'il dit, c'est déjà que il se présente comme étant quelqu'un qui a attaqué les maquisards. Vous voyez, donc c'est très important de le dire. Il se présente comme quelqu'un qui défendait ce qu'on appellerait plutôt le Cameroun. Et c'est un anglophone. Ça y est, c'est un anglophone. Il se présente comme étant quelqu'un qui défend ce Cameroun-là qu'Anis Sekane écrit avec K. Il s'appelle Epié. C'est le papa Epié. Nous avons eu un très long entretien où il a parlé de sa propre vie, il s'est présenté, il a raconté plus ou moins son propre passé, et il a dit sa relation avec l'armée, parce que c'est l'armée nationale camerounaise. Nous sommes là en 1961-62, n'est-ce pas? C'est l'armée nationale camerounaise qui l'a recruté. Il n'était pas soldat. Il n'était pas du tout soldat. Il était ce qu'on appelle un commando. C'est-à-dire qu'il était une force supplétive de l'armée. Il était donc de ceux-là qui coupaient les têtes. C'est-à-dire, en fait, dans notre entretien, lorsque je parlais avec lui, je me suis présenté. Il a reconnu que, parce qu'à Tombelle, il y a une très grande population qui est Banganté, Bangoulap. Il a reconnu que ceux dont il coupait les têtes, c'était justement des gens qui avaient des noms Banganté, sinon Bangoulap. Parce que le papa, là, n'est-ce pas, il est de ceux qui supportaient les forces armées camerounaises. Et n'oubliez pas, c'est un anglophone. C'est un anglophone. Je lui ai ensuite demandé dans notre entretien, n'est-ce pas, s'il se définissait comme Nigérian, mais c'est alors ce qui l'a énervé. Nous parlons là de 61, 62, 63. Ça l'a vraiment énervé parce qu'il m'a dit que il s'est justement lié à l'armée camerounaise parce qu'il était camerounais, parce qu'ils avaient décidé de devenir camerounais. C'est-à-dire parce qu'ils se savaient camerounais. Parce qu'ils avaient la conviction qu'ils sont camerounais. C'est pourquoi ils avaient quitté le Nigeria. Donc, il est hors de question, m'a-t-il dit, qu'on le lie d'une manière ou d'une autre au Nigeria. Vous voyez, donc, ce qui est intéressant avec ce papa, c'est qu'il est anglophone. C'est qu'aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté de ce que Anis Sekane appelle le Cameroun avec K. Ses enfants, c'est eux que les gens comme Anis Sekane, comme Enome Yumese, demandent que l'on tue. Parce que couper Tombelle maintenant est coupé entièrement de couper Loum. C'est-à-dire que ce sont des villes qui sont jumelles. J'ai parlé avec Loum la semaine passée. Ils ne peuvent plus partir à Tombelle. C'est-à-dire qu'il est impossible maintenant à ces deux parties du Cameroun, dont l'une est francophone et l'autre anglophone, de se rencontrer. Parce que la partie anglophone est prise dans la guerre civile. Et ce papa-là, qui coupait les têtes, son propre enfant aujourd'hui est un Ambaboy. Et c'est son propre enfant. Je répète, c'est son propre enfant. Sinon son propre petit enfant. C'est eux qu'Anis Sekane et Enome Yumese demandent d'exécuter. C'est eux que Anis Sekane et puis Enome Yumese demandent d'exterminer. C'est eux que le Manidem demande de tuer. C'est eux donc, en quelque sorte, que l'armée camerounaise est en train de tuer en utilisant, c'est intéressant, en utilisant les mêmes forces qu'ils utilisaient déjà en 1960. Parce que je vais maintenant vous montrer une seconde vidéo, vous allez voir ce qui se passe cette fois maintenant à Batibo,
Nous allons voir la vidéo des bâtiments. Le rassemblement terminé chez Ago. Non, il fait pas qu'il tombe trop, il est trop content comme ça là. C'est que même les chiens ont défilé, même les chiens ont fait la corvée. Mais il est là dans... Madame, c'est le cargo. Oui, tu vas faire où? C'est le cargo. On a plein. Voilà. Ce qui est intéressant avec la vidéo de Batibo, c'est d'abord que c'est en zone anglophone. Ce sont les anglophones qui sont là. Mais lorsque vous écoutez, en fait, ça dit, c'est l'espace anglophone. Lorsque vous écoutez la vidéo, vous avez écouté. Ceux qui parlent là, ils parlent français. Ce sont donc les soldats francophones. Ce sont des soldats francophones qui sont en zone anglophone. Lorsque vous voyez comment ils marchent, vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses. La première, c'est qu'ils marchent dans une ville qui leur a été absolument abandonnée. La route qui est là est entièrement vide. Il n'y a plus de voitures qui circulent. Ils marchent au milieu de la route. Ils marchent donc comme des gens qui occupent entièrement l'espace. Ce sont des forces d'occupation. Les populations ont fui. Ils marchent cependant avec quelques populations. Quelques populations, des gens que vous pouvez reconnaître. Ils ne sont pas habillés avec, comme des soldats. Ils ont des coucoupes. Ils ont des machettes. Ils sont en civil. Ils ont des machettes. Et c'est eux, quelques-uns, lorsque vous entendez, quelques-uns parlent pidgin. Donc, ce sont ça les forces supplétives. Mais ce qui est aussi intéressant, lorsque vous voyez même les soldats, pour revenir sur les soldats, vous voyez que certains de ces soldats-là n'ont même pas des bottes, sont habillés finalement comme des brigands. C'est-à-dire que les soldats eux-mêmes se sont laissés influencer par les forces supplétives qui elles-mêmes ont des machettes. Il y a donc une distinction d'une part entre les soldats qui sont des francophones et puis les forces supplétives qui sont des anglophones. Mais d'autre part, il y a une influence des forces supplétives sur les soldats. Les forces supplétives là, c'est ce que le papa était, c'est ce que le papa épier était. C'est ce que le vieux anglophone qui parlait là était en 1961-62. C'est ce qu'il était lorsque Tombelle, la crise de Tombelle, qui a secoué la zone anglophone, avec les Bakossi qui coupaient les têtes des Bamileke. C'est ce qu'il était une force supplétive. Il était donc de ceux-là qui marchaient avec le coupe-coupe. Il était donc de ceux-là qui accompagnaient les soldats dans leur randonnée criminelle. Il était donc de ceux-là qui coupaient les têtes. Parce qu'évidemment, comme on sait, on ne coupe pas la tête avec le fusil. On coupe la tête avec le coupe-coupe. Donc, ce sont les forces supplétives qui coupaient les têtes. Voilà donc cela qui est en train de se rejouer devant nous. Mais ça se rejoue devant nous dans un scénario intéressant, qui veut que cette fois-ci,
Ce sont les enfants de papa et Pierre qui coupaient les têtes. Ce sont ces enfants dont on coupe les têtes. Ça se rejoue maintenant dans un scénario intéressant parce que, à l'époque, en 1961, les têtes de ceux que papa et Pierre coupaient, c'était les maquisards qui étaient upécistes. C'était ceux dont Anis et Kane supportent. C'était ceux dont le Manidem supporte. C'était ceux dont qui Anis et Kane et non mais etc. érigent en héros nationaux. C'est eux dont Épierre coupait la tête. Aujourd'hui, on se retrouve avec un scénario où l'UPC, Anis et Kane et non mais demandent de couper la tête, d'exterminer, n'est-ce pas, les anglophones qui sont les petits-fils du vieux Épierre qui, en 1961, coupaient les têtes. C'est ce qu'on appelle un chiasme. On appelle ça un chiasme. Et si vous rentrez dans la philosophie, dans l'histoire, vous allez voir qu'on appelle ça l'ironie de l'histoire. On rentre donc chez Hegel pour voir que ça, c'est ça, l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire c'est le moment où l'histoire se moque de nous. C'est le moment où l'histoire se moque de nous. C'est-à-dire que l'histoire éclate de rire parce que nous sommes si cons que nous nous laissons manipuler par elle. Il ne faut jamais oublier ça. Ça s'appelle l'ironie de l'histoire. C'est chez Hegel. Hegel est le penseur de la gauche. Hegel est celui qui a donné à la gauche son fondement théorique, celui dont les textes ont influencé sur le Karl Marx qui a influencé Umyobe. Vous voyez donc qu'on se retrouve là au cœur même de la gauche où l'histoire des révolutions commence à manger ses propres enfants, ses petits-enfants, etc. On se retrouve là, pris dans le piège de l'histoire où l'histoire se met à avaler ses propres fils. On se retrouve là où Chronos c'est le dieu de l'histoire, c'est-à-dire c'est la chronologie, est en train d'avaler ses propres enfants, est en train de mastiquer ses propres enfants. Parce que ce qu'Anis et Kane, n'est-ce pas, est en train de faire, c'est de demander aux forces armées qui utilisaient Épierre, le vieux Épierre, en 1961, sans le payer jusqu'à présent, qui l'utilisaient pour couper les têtes des francophones. Il est en train de demander à la même armée de couper la tête de son propre petit-fils. Il est en train de demander à la même armée, parce que dans cette armée-là, on peut reconnaître une continuité avec des gens comme Semengue. Semengue est toujours vivant. Semengue, c'est lui qui demandait qu'on coupe les têtes. C'est lui, en 1961, c'est lui qui demandait aux gens comme les Épierre de venir couper les têtes. C'est Semengue. Il est là. C'est lui le premier général de l'armée camerounaise. C'est lui qui a été le premier chef d'état-major de l'armée camerounaise. C'est lui donc, sous l'autorité de qui les têtes étaient coupées. Il est en train de demander au même Semengue qui a coupé les têtes, n'est-ce pas, des francophones, des maquisards. Il est en train de demander au même Semengue, à la même armée, de couper les têtes des Amba Boys. C'est ça l'ironie de l'histoire. Il a en train de demander à la même armée d'exterminer les Amba Boys. La question sont, donc, là c'est le contexte général. Le contexte c'est l'ironie de l'histoire. Le contexte c'est l'histoire qui se moque de nous. C'est ça la chronologie qui se moque de nous. Et donc c'est ça que moi j'aimerais que l'on ait déjà comme contexte, qui est très facile à comprendre. Il suffit d'être éduqué. Il suffit de connaître l'histoire de son pays. Il suffit de savoir d'où on vient. Et pour le faire, on peut bien sûr lire les livres. Il ne faut pas seulement lire les livres de Umyobe. Il faut écouter les vieux. Il faut écouter les papas comme Papa Épierre. Moi, je l'appelle papa, alors qu'il a coupé les têtes de mes ancêtres, de mes grands-parents. Je l'appelle papa, n'est-ce pas? Cependant, il a un commando. Et comme vous voyez, la même structure existe aujourd'hui. La même structure des supplétifs, la même structure des commandos, parce que l'armée camerounaise ne s'est pas renouvelée. C'est la même tyrannie qui continue. Donc, on a la même structure de l'armée qui existe aujourd'hui. C'est la même structure que Kane Anissé, qui est upéciste, n'est-ce pas, veut mobiliser contre les petits-fils du vieux Épierre. Que Eno Meyo Messe, qui est lui aussi du Manidem, veut mobiliser contre les petits-fils du vieux Épierre. Donc, cela est intéressant à comprendre comme contexte. C'est cela qu'il faut déjà voir, parce que nous ne sommes pas sortis de nulle part. Nous venons de l'histoire, nous sommes les enfants de l'histoire. L'histoire est notre seul parent. L'histoire est la seule chose qui nous dit des vérités. C'est elle seule qui peut nous dire si nous faisons des erreurs ou pas. Et donc là, en écoutant le vieux Épierre, on se rend compte que tuer ses propres enfants, c'est continuer, c'est vrai, la logique de l'histoire camerounaise, mais c'est aussi être victime du chiasme de l'histoire, de la moquerie de l'histoire, du rire de l'histoire, de
la manipulation de l'histoire, et si on veut, d'être autre chose qu'un sujet, qu'un citoyen qui agit en utilisant sa propre tête. Mais surtout, ça veut dire qu'on est pris au piège de ce que j'ai appelé ici plusieurs fois le dispositif génocidaire. Le dispositif génocidaire, c'est quoi? Nous allons maintenant voir un décret, n'est-ce pas? Un ordre qui a été passé par un sous-préfet par rapport à Tinga. Nous allons le regarder. Nous allons le lire. Voilà. Nous voyons là un ordre de Atangandi. Atangandi qui, lors de la guerre de 61, là, était un tout petit bébé, mais il grandit à l'époque. Le ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, c'était Enom Kwayep, qui est Bamileke, parce que la structure veut que le ministre qui commette justement des actes génocidaires soit de la région où le génocide a lieu, pour trianguler cette région-là. À l'époque, la guerre impliquait les Bamileke, donc le ministre était Enom Kwayep qui était Bamileke. Maintenant, la guerre implique les anglophones, le ministre est donc anglophone, et c'est Atangandi. Voilà ce qu'il dit comme ordre là. Il demande grosso modo au préfet et au sous-préfet, il demande à l'administration de mettre à sa disposition les structures de renseignement qui sont dans les quartiers. C'est-à-dire, il mobilise en fait le tissu social. Et il le fait, ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'on dit tissu social, c'est un mot qui est très gros. C'est un gros mot, comme on dirait. Il mobilise ce qu'on appelle des forces supplétives de l'administration, n'est-ce pas? Les auxiliaires de l'administration, c'est le terme qui est générique, c'est le terme qui est utilisé dans l'administration elle-même pour désigner ces forces supplétives-là. Ça commence déjà par les chefs de quartier, ça continue par les chefs de village, ça va sur les groupes de sécurité, sur les groupes d'autodéfense, et ça prend évidemment des personnes individuelles, des espions, etc., etc. C'est ça les forces supplétives, et c'est eux-là qui tiennent la machette, c'est eux-là qui tiennent le coupe-coupe, c'est eux-là qui marchent à côté de l'armée en sandalettes, c'est eux-là qui parlent pidgin et anglais lorsque les soldats parlent français. C'est eux-là qui sont là pour couper les têtes. C'est eux-là qui sont là pour commettre le génocide. Parce que le principe, n'est-ce pas, du dispositif génocidaire veut que ce soit l'État qui soit responsable de cette tuerie. Cependant, il ne sera jamais possible de clairement dire qu'un soldat a coupé une tête parce qu'évidemment, le soldat a un fusil. Le fusil, comme on sait, utilise des balles. Et donc, la tête se coupe avec la matière. Cependant, les populations là qui sont des paysans, les populations sont des paysans, on s'en va au champ tout le temps avec la machette. Si vous vivez à Loum, si vous vivez à Mbanga, si vous vivez, je ne sais pas trop, à Tombel, ou bien n'importe où, à Niasoso, si vous vivez à Patibo, etc., vous allez voir, vous vous levez le matin, vous allez voir tout le monde traverse la route, s'en va au champ avec la machette. C'est l'instrument le plus démocratique qui existe dans les populations, dans les campagnes, c'est la machette. En fait, c'est la seule arme que les paysans, que les campagnards ont, la machette. Donc, mobiliser les forces supplétives, c'est leur demander donc de sortir avec leur instrument de travail qui est la machette pour transformer cet instrument-là en un instrument de défense, c'est-à-dire un instrument de crime, parce qu'évidemment, le génocide, c'est un crime. Comme vous voyez, l'ordre d'Atangandi qui mobilise les forces supplétives, qui mobilise, donc qui transforme les groupes de défense, les chefs de quartier, etc., en instrument de contrôle d'un groupe bien précis, les anglophones, d'un groupe bien précis, n'est-ce pas, les anglophones dans la zone francophone, qui transforme finalement les forces supplétives en forces d'attaque, qui transforment les forces auxiliaires de l'administration en forces criminelles. C'est un chapitre fondamental de ce que j'appelle le dispositif génocidaire. On ne peut pas séparer cet ordre-là, on ne peut pas séparer cet arrêté-là, ce décret, en fait, cette demande, cette instruction au sous-préfet, n'est-ce pas, de mobiliser le dispositif, le tissu social. On ne peut pas séparer ça de la criminalité même de la guerre qui a lieu. Parce qu'il faut toujours se rappeler que ce qui se passe, en général, ce n'est pas quelque chose de limité, c'est-à-dire ce n'est pas par banditisme, parce qu'évidemment, la propagande dirait que ce sont des bandits, ce n'est pas par terrorisme, la propagande dirait que ce sont des terroristes, et puis il le faisait déjà durant les années 60. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la population camerounaise, en 1960, c'était les Bamileke, avant c'était les Bassa,
Et en 2017, ce sont les anglophones. Une partie de la population camerounaise se retrouve en rébellion contre l'État. Et ce que l'État fait donc devant nous tous, c'est pas seulement de combattre avec les militaires cette population-là, mais surtout d'activer le dispositif génocidaire, d'activer le dispositif social, d'activer la structure sociale. C'est ce que l'État fait. Et maintenant, l'État continue pour voir comment c'est criminel. Il faut prendre comment est-ce que maintenant, du point de vue des chefs de quartier, ils réagissent. Vous voyez, à Biemassi, il y a un autre ordre. Il y a un papier qui a commencé à circuler. À Biemassi, j'aimerais que ce papier-là soit là. Il a commencé à circuler des chefs autochtones de Biemassi qui maintenant demandent, qui mettent en garde les populations allogènes. Qui mettent en garde les populations allogènes de Biemassi. C'est Biemassi. Biemassi, c'est un quartier cosmopolite, comme Tinga, comme Yaoundé 2, c'est un quartier cosmopolite. Donc, si le premier arrêté, c'était un sous-préfet qui mobilisait le tissu social, maintenant, c'est le sous-préfet qui réagit avec un ordre venant maintenant de la chefferie, venant maintenant de ceux qui ont la main mise sur la population, des groupes, des tontines, etc., les boutiques, les bars, ceux qui ont la même mise sur ces lieux où les populations se réunissent pour être socialisées, socialisables, où le cosmopolitisme, n'est-ce pas, la ville se construit, c'est eux maintenant qui mobilisent ceux-ci dans une menace pour dire que, n'est-ce pas, ces groupes-là qui sont allogènes sont en danger et devraient faire attention. Vous voyez, ils réagissent là à l'ordre d'Atangandi, ils réagissent là, n'est-ce pas, à une consigne d'Atangandi qui les a mobilisés, qui les a mises en action, qui les a en fait mises en branle. Ils réagissent là à une disposition administrative qui les transforme en instrument du crime. Et donc, vous voyez, ce crime déjà, c'est un crime de discrimination, c'est un crime au faciès, parce que ceux qu'ils choisissent, c'est deux groupes spécifiques, les Bamilékés certainement, mais les anglophones. Les anglophones, c'est essentiel de le souligner parce que les anglophones sont arrivés à Yaoundé en 1961 déjà avec la réunification, là c'est clair. Donc ils sont clairement les allogènes. Il n'y a pas plus d'allogènes dans la zone francophone que les anglophones. Donc cette mobilisation-là contre spécifiquement les anglophones et contre les Bamilékés n'a pas seulement une histoire, mais elle se manifeste parce qu'elle a été mise en branle par un décret, par une directive venant de l'État. Résumons-nous un peu là. Nous voyons deux choses. Nous voyons d'une part dans la vidéo, nous voyons des soldats qui marchent avec des forces supplétives, avec des gens du quartier. On pourrait dire on les appelle souvent des bandits, etc. Non, c'est l'État qui marche avec des gens qui ont été mobilisés par, d'une part, l'armée, et ces gens-là se retrouvent avec les armes blanches qu'ils ont normalement comme paysans, etc. Ce sont des machettes, des coupe-coupes, mais ils marchent comme ça parce qu'ils ont été appelés par l'armée. D'autre part, on se retrouve dans les quartiers de la ville, on se retrouve avec d'une part un ordre d'Atangandi qui demande au sous-préfet et un sous-préfet justement qui demande au tissu social de se mobiliser. On se retrouve donc avec ce tissu social qui se mobilise, mais de manière frontale pour attaquer, pour mettre en danger, pour finalement tuer les allogènes. Les allogènes qui, dans la zone francophone, sont les francophones et les anglophones. Voilà ça, le dispositif génocidaire. Et si nous revenons donc sur l'histoire, nous allons nous rendre compte que c'est ce que Papa Epié était. C'est-à-dire que le père Epié qui coupait les têtes, n'est-ce pas, des maquisards, là. C'est ça qu'il faisait. C'est lui qui était mobilisé par des ordres comme ça. Parce qu'il était autochtone à Tombert. Il est autochtone à Tombert. Il est Bakossi. Il est Bakossi. Et ceux dont la tête avait été coupée à Tombert, les Bamilékés. C'est eux dont les têtes avaient été coupées à Tombert, n'est-ce pas? Et on se retrouve avec, encore en 2017, une répétition d'un scénario génocidaire. Parce que ce qui s'est passé à Tombert, c'est ce qui est la définition classique du génocide. C'est-à-dire qu'on a une population qui a été, on dit en anglais, whipped into frenzy, qui a été mise dans la peur, qui a été secouée par les instruments de l'État jusqu'au point où
l'État leur demande par un décret, par un ordre qui peut être verbal, qui peut être écrit, leur demande de se mobiliser pour se défendre. Et donc, mobilise les groupes d'autodéfense, mobilise les groupes de quartier, mobilise, etc., etc. Et donc, ceux-ci se retournent contre une partie de la population et la tuent. Ça a eu lieu à Tombelle, n'est-ce pas? 65, etc. Et c'est ça qui s'est répété à Bangouren, c'est ça qui s'est répété à Fongotongo, etc. C'est ça qui s'est répété à Banganté. Donc, c'est un scénario, je dirais, qui est fondé dans le dispositif génocidaire. Le dispositif génocidaire qui, en fait, est facilement décrivable. C'est-à-dire qu'il faut être absolument écervelé. Il faut n'avoir aucune conscience historique. En fait, il faut ne pas connaître l'histoire du Cameroun pour ne pas savoir que le Cameroun est pris dans un cycle de répétition du génocide. C'est-à-dire que en 1956-59, ce qui s'est passé chez les Bassa s'est évidemment répété en 1970 chez les Bamileke, s'est répété en 1984 contre les nordistes et se répète devant nous contre les anglophones. Il faut en d'autres termes n'avoir aucune conscience historique pour ne pas voir que l'histoire ne se moque pas seulement de nous, mais en fait, c'est l'État qui, toutes les fois, mobilise le dispositif génocidaire contre les populations qui sont dissidentes. Il faut vraiment n'avoir aucun savoir historique pour ne pas se rendre compte que la tâche de l'intelligence, la tâche de la dissidence, la tâche citoyenne, c'est de s'opposer à ce dispositif génocidaire. C'est de faire que l'État arrête de tuer. Il faut vraiment ne rien avoir comme conscience historique, ne rien avoir comme conscience politique. En fait, être comme Atangandi, parce qu'Atangandi, c'est un ancien criminel. Ça dit qu'en fait, c'est un criminel. Il a été condamné déjà par l'État du Cameroun pour des crimes de droit commun. Il faut donc être comme Atangandi, quelqu'un qui n'a rien à perdre, quelqu'un vraiment pour qui la seule chose qui a une valeur, c'est l'argent, c'est la survie personnelle. Quelqu'un qui, au final, ne croit même pas au Cameroun. Il faut être comme Atangandi. C'est-à-dire quelqu'un qui a un ramassé, qui est une ordure, quelqu'un qui, comment dire, est vraiment une racaille pure pour ne pas comprendre que la tâche fondamentale du citoyen aujourd'hui, c'est de s'opposer au dispositif génocidaire, c'est-à-dire de dire non au génocide. Il faut vraiment ne pas avoir une conscience de la structure idéologique de notre pays, de la structure administrative de notre pays, de la structure sociale de notre pays, politique de notre pays, pour pouvoir croire qu'on peut définir la gauche aujourd'hui sur la base de ce qu'en 1960, le pouvoir a défini comme ennemi. Parce que si on le fait, on n'a pas seulement perdu l'argument politique, l'argument idéologique, on a même perdu déjà l'argument militaire. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons revenir sur la vidéo. Revenons sur la vidéo de ces forces supplétives-là qui marchent avec l'armée. Nous allons voir, lorsqu'on regarde cette vidéo, nous allons voir que les soldats qui marchent là, il leur manque quelque chose qui a un nom simple. C'est la tenue militaire. Il leur manque la tenue militaire. La tenue militaire, c'est quoi? La tenue militaire, ce n'est pas seulement l'uniforme. Évidemment, la tenue militaire, c'est l'uniforme. L'uniforme, c'est la chose la plus générale. Les soldats ont un uniforme, les lieux indomptables ont un uniforme. C'est-à-dire qu'ils s'habillent de la même manière. Il leur manque l'uniforme. Non! L'uniforme, c'est aussi la tenue. La tenue, c'est quoi? C'est la manière de se tenir. C'est-à-dire, c'est la manière de se comporter. C'est-à-dire, c'est la manière de fonctionner dans le tissu social. C'est ce qui distingue le soldat du citoyen. Ce n'est pas que le soldat a un fusil. Le fusil est là pour défendre l'État, mais le soldat est d'abord une tenue. Cette tenue est fondée dans quoi? Cette tenue est fondée dans l'honneur. Cette tenue est fondée dans la dignité. Cette tenue est fondée en fait dans le respect fondamental des droits du citoyen qu'il est là pour défendre. C'est-à-dire qu'en fait, les soldats sont là pour défendre les anglophones. On ne peut pas confondre la tenue du soldat, c'est-à-dire son honneur, sa dignité, le fait qu'il est là
pour défendre le citoyen avec des soldats qui se retrouvent là, comme vous voyez, marchant en sandalettes. Qui marchent sur le champ de bataille en sandalettes. Regardez les images de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes les guerres que vous connaissez. Vous ne verrez jamais des soldats qui se comportent comme ça. Vous ne verrez jamais ça. Même si les soldats de toutes ces guerres-là ont commis les crimes qu'on connaît, le soldat sur le champ de bataille, lorsqu'il se lève, la première chose qu'il fait, c'est mettre sa tenue. C'est ça le fondement même de sa distinction comme soldat. Parce que sinon, il n'est pas différent d'un bandit. En fait, il devient un bandit. La seconde chose, si vous regardez les soldats, vous allez voir que ce sont des soldats qui ne sont pas identifiés. C'est-à-dire qu'on n'a même pas leur nom. On ne voit pas la distinction entre eux et les citoyens. Ce sont des soldats, en fait, qu'on peut abattre parce que c'est n'importe quoi. Ce sont des soldats qui vivent du vol. Ce sont des soldats qui sont là pour tuer. Ce sont des soldats, en fait, qui ne méritent même pas d'être appelés soldats. Et pourquoi? Parce que vous allez voir des soldats qui sont dans une zone anglophone, ils parlent en français. Vous allez voir comment ces soldats-là sont. Comment est-ce qu'ils parlent? Comment est-ce qu'ils se comportent? C'est-à-dire qu'ils parlent un langage que déjà les supplétifs ne comprennent pas. Parce que les supplétifs parlent entre eux en pidgin et ils parlent entre eux en français. Donc, ce sont des soldats qui inscrivent déjà sur le champ de bataille la distinction qui les a fait être là. C'est-à-dire que ce sont des soldats qui se comportent finalement comme des soldats d'occupation. Vous allez voir partout, la première chose qu'on enseigne aux soldats, c'est de respecter les populations. Parce que on ne gagne pas une guerre sans supériorité morale. Je le répète encore, on ne gagne jamais une guerre sans supériorité morale. Donc, les soldats qu'on voit là n'ont même pas la possibilité de gagner une guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà perdu l'argument moral. Parce qu'un soldat qui se présente comme là, comme ils sont là, en tenue à gare, en sandalettes, il parle en français dans un espace, n'est-ce pas, où c'est la zone anglophone. On est où là? On est où là? C'est la criminalité pure. C'est la criminalité absolue. C'est-à-dire qu'on a devant nous des soldats devant qui on ne peut pas faire le salut militaire parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le salut militaire. On a devant nous des soldats qui n'ont aucun avenir parce qu'ils sont criminels. On a là une armée qui a déjà perdu l'argument moral. Le second argument, c'est lequel? C'est-à-dire que la bataille se mène d'abord au niveau moral. Le second argument, c'est dans lequel? Le second argument, c'est l'argument militaire. Il faut que l'argument militaire soit suffisamment clair pour que les citoyens ne puissent pas se défendre parce que l'État aura ce qu'on appelle le monopole de la violence. Vous allez voir, dans toute définition de l'État, on va vous dire que l'État est structuré par le monopole de la violence qui justement est incarné par l'armée. C'est pourquoi il n'y a pas d'État sans armée, parce que l'État est défendu par l'armée, en fait, est constitué par l'armée. C'est l'armée qui donne à l'État son indépendance, sa souveraineté. C'est ça, c'est le fondement de l'État. C'est pourquoi, lors de la Constitution du Cameroun, le premier acte était de faire de Semengue, on revient sur lui, le chef suprême des forces armées. Il y a des vidéos qui nous le montrent. Ça veut donc dire que l'armée est ce qui donne à la souveraineté sa substance, sa définition. Et cette substance-là, c'est le monopole de la violence. C'est le monopole de la violence. On se retrouve dans une situation où une armée qui a perdu la supériorité morale, qui n'a plus d'argument moral, c'est-à-dire qui est inscrite dans le dispositif génocidaire. Une armée qui a accepté le dispositif génocidaire, qui veut dire qu'elle se retourne génériquement et historiquement contre les populations, comme on a vu. Une armée qui est victime de l'ironie de l'histoire, ce qui fait qu'elle utilise cette fois-ci les populations anglophones et demain elle se retourne contre les mêmes populations anglophones. Elle utilise cette fois-ci les populations anglophones comme supplétifs pour couper les têtes des Bamileke. Et quelques années après, elle se retourne contre les mêmes populations anglophones pour couper les têtes. Une armée où ce sont d'abord les anglophones qui coupent les têtes des Bamileke sous ses ordres. Et demain, ce sont, n'est-ce pas, les Bamileke qui coupent les têtes des Bamileke, des anglophones sous ses ordres. Je répète, une armée qui donne les ordres aux anglophones de couper les têtes des Bamileke en 60.
Et en 2017, dans les ordres aux Américains de couper les têtes des anglophones, une telle armée ne peut pas avoir une supériorité morale. C'est impossible. Une telle armée qui utilise les populations les unes contre les autres ne peut pas avoir une supériorité morale. C'est impossible. Ce n'est pas une armée, ça. Elle n'a pas d'éthique. Elle n'a pas de substance. Elle n'a pas de tradition. Elle ne peut même pas fonder la souveraineté de l'État parce que celle-ci est inscrite dans celle du peuple. L'armée garantit la souveraineté du peuple. Une telle armée ne vaut pas la peine. Et ça se voit. Elle n'a aucune supériorité morale. Elle ne peut même pas défendre l'État parce qu'elle est génocidaire. Vous voyez donc, une guerre se perd d'abord au niveau moral. C'est pourquoi parfois, une armée gagne sur le plan militaire, mais au niveau politique, donc, lorsqu'il y a des décisions politiques, etc., c'est plutôt l'armée, la partie qu'elle avait vaincue, qui devient vainqueur. Je vais vous donner l'exemple, en fait, ils sont nombreux, l'exemple de l'Irlande. Les forces anglaises, l'indépendance de l'Irlande est venue comment? Les forces anglaises, après la Première Guerre mondiale, venaient zigouiller tout le monde, tuer tous les Irlandais. Mais après ça, ils ont bien sûr perdu la guerre, alors qu'ils avaient une supériorité militaire. Ils ont perdu l'argument moral. Ils n'avaient aucune chance. On peut prendre les Américains au Vietnam. Militairement, les Américains avaient tout brûlé. Ils avaient écrasé le Vietnam. Mais moralement, ils n'ont pas gagné. Mais ça s'est résolu comme ça. Moralement, ils ne pouvaient pas gagner parce qu'ils n'avaient aucune chance. Je peux conjurer l'exemple comme ça. Pendant 3, 4, 5 ans, il a dominé l'Europe. Mais moralement, il n'avait aucune chance. Il commettait un génocide. Même pendant 10 ans, il serait vaincu. Parce qu'une armée qui commet un génocide ne peut jamais gagner. Jamais. Elle a perdu la morale. Les exemples sont nombreux comme ça se voit devant nous. Une armée qui se comporte comme ça ne peut pas gagner. Donc, pour revenir sur la question d'Anis Ekane, disant qu'il faut exterminer les anglophones, la question c'est de savoir si l'armée camerounaise a la capacité d'exterminer les anglophones. Mais non! C'est la défaite déjà. Lorsqu'on dit qu'il faut exterminer une partie de sa propre population, c'est fini. C'est la défaite. C'est la défaite. C'est fini là. J'ai dit c'est fini. Et comment la défaite, comme j'ai dit, n'est pas d'abord militaire, elle est morale. Elle est inscrite dans le fait qu'une armée s'auto-saborde. Elle s'auto-saborde comment? Elle s'auto-saborde, comme j'ai dit, avec cette ironie de l'histoire, où elle ne mérite même plus de gagner. Elle ne mérite plus de gagner. Où c'est fini. On peut compter les villages brûlés. On peut compter les grands-mères assassinées. Des gens calcinés dans leur maison. On peut compter toute une région détruite. On peut parler du génocide. Mais parce que c'est de quoi il s'agit. Je n'ai parlé que du dispositif génocidaire. Mais parce qu'il faut bien dire que ce qui est commis là, c'est un génocide. Le génocide qui a lieu fait que l'armée camerounaise ne mérite même plus de gagner. C'est impossible, Anissé. C'est impossible. Elle ne peut plus. Nous sommes en 2019. 1960, on pouvait cacher. On pouvait cacher. La France essaie de cacher. Il faut écouter le journal de France 24. Ils disent qu'il y a eu 200 morts. 200. Alors qu'il suffit de taper sur Google, on voit, n'est-ce pas, le International Crisis Group, leur rapport, c'est 2500 morts. 2500, il y a une différence entre 200 et 2500 morts. N'est-ce pas? La France peut tout faire pour ne pas parler de ça. Mais maintenant, c'est lié au Conseil de sécurité. La France peut tout faire pour voter contre ça. Mais la majorité de l'Europe et puis du monde est contre elle. Mais en fait, ce qui est l'ironie, c'est que Anis Ekane, qui se fonde encore dans l'ancienne gauche, où c'est l'anti-impérialisme qui était son credo, se retrouve maintenant soudain être l'ami de la France. Se retrouve maintenant en train de verbaliser les positions de la France. Se retrouve maintenant en train de dire ce que la France dit. Se retrouve maintenant en fait en train de défendre la France. Se retrouve maintenant, comme je vous l'ai dit, en train d'être le perroquet de la France. D'être, comment dire, un laquais de la France. Mais vraiment, c'est pétillant. C'est-à-dire que l'ironie de l'histoire veut que celui qui s'inscrit dans l'ancienne gauche
n'est-ce pas, se retrouve maintenant à être une serpillière de la France. Mais c'est extraordinaire parce qu'il faut voir de quelle France il s'agit. Lors de la réunion de l'Assemblée de l'Union européenne, ceux qui défendaient la position française, c'était, mais c'est rigolo, c'était le Front National. C'était des députés du Front National. C'est eux qui défendaient la position française. Comme quoi on dira, Kanisse et Kane, et Nomeyomese, etc., se retrouvent maintenant des laquais, se retrouvent maintenant des Saint-Pierre du Front National français. Mais c'est fini. L'argument moral est fini. Lorsqu'on a fait ce cercle-là, lorsqu'on est tombé dans l'ironie de l'histoire, lorsque l'histoire se moque de vous, vous avez perdu l'argument moral. N'est-ce pas? Je crois qu'on est clair là-dessus. On perd l'argument moral, je le répète, lorsque l'histoire se moque de vous. Lorsque les dieux de l'histoire éclatent de rire lorsqu'ils vous regardent. Lorsque les dieux de l'histoire, en fait, sont amusés par votre comportement. Lorsqu'ils se rendent compte que vous ne valez rien du tout. Vous êtes devenu une serpillière. C'est là où l'argument moral est fini. C'est ça la mesure. C'est là où l'armée ne peut plus gagner. C'est là où l'armée, en fait, ne mérite même plus de gagner. Et donc, la défaite devient une conséquence de sa capitulation morale. Vous voyez, j'ai dit le mot, la capitulation, on peut dire négociation, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais je parle de capitulation morale parce que l'armée a abandonné ses principes fondateurs qui sont, comme je disais, sa tenue, qui sont, comme je disais, l'honneur, la dignité, qui sont, comme je disais, le respect du citoyen et la défense de celui-ci. L'armée qui abandonne ça a capitulé moralement et donc ne mérite plus de gagner. Il est donc, je dirais, impossible. Je dis même, ce n'est pas l'argument militaire. Il est impossible à l'armée camerounaise d'exterminer les Amba Boys. Il est impossible. C'est impossible. Parce qu'ils ont déjà perdu. Parce qu'ils ont déjà perdu. Ils ont perdu parce qu'ils se sont inscrits dans le dispositif génocidaire. Ils ont perdu devant un vieux comme Papa Épié qui a coupé les têtes des francophones, des Bamileke pour l'armée là. Et donc, ils viennent maintenant couper la tête des petits-enfants. Ils ont perdu devant les anglophones comme lui. C'est-à-dire, les anglophones qui sont venus volontairement au Cameroun tuer des francophones pour l'armée des francophones qui voulaient l'indépendance du Cameroun. C'est eux dont ils coupent les têtes. Ils ont perdu l'argument moral parce qu'ils sont pris dans le nexus de la tragédie des dieux qui se moquent de nous. Ils sont pris dans le piège, en fait, de l'histoire, qui est un chiasme. Ce chiasme-là qui veut que, finalement, elle broie des gens qui n'ont pas d'intelligence. Elle broie des gens qui n'ont pas de tête. Elle broie des gens qui ne réfléchissent pas, qui se laissent aller. En fait, qui sont pris au piège des vauriens. Des gens comme la Tangandi, qui n'ont aucune conscience. Des gens comme les gens du Front National, qui n'ont aucune conscience. Ou bien des gens qui n'ont aucun amour pour leur peuple, qui ont une relation avec le Cameroun comme celle de la France, c'est-à-dire qui ne respectent même pas les papas et les mamans, qui détruisent tout pour le pétrole, qui détruisent tout pour la terre, qui détruisent tout pour quelque chose qu'ils vont laisser. Ils n'ont aucune relation de sentiment avec leur propre famille. Des gens qui se livrent à ça ne méritent même plus de gagner. Ils ne vont pas gagner. Moi, j'ai dit, en décembre, le 2 décembre 2017, j'ai écrit un texte où j'ai dit que l'armée camerounaise ne pouvait pas gagner. Je me posais la question de savoir si l'armée, si Biya peut gagner la guerre qui commence contre les anglophones. Ma réponse était claire. Il ne peut pas gagner. L'argument à l'époque était différent. C'était un argument sociologique du mouvement de population, etc. L'argument maintenant, là, c'est l'argument moral parce qu'il est fondé dans le génocide. Une armée qui commet le génocide de sa population, c'est une armée condamnée. C'est une armée qui ne peut pas gagner. C'est une armée qui est déjà défaite de l'intérieur. C'est une armée donc qui ne peut pas exterminer son adversaire parce que c'est l'adversaire qui gagne. L'adversaire gagne déjà. Et la mesure, c'est quoi? Des jeunes qui, il y a 2 ans, n'avaient même pas encore touché au fusil. Aujourd'hui, là, 2 ans après, ils ont mis l'armée camerounaise à genoux. Ils ont mis l'armée camerounaise à genoux. Et quelqu'un comme Ekane vient parler les exterminer. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu découvres ce que c'est que le courage. Les Amba Boys sont des héros. Ce sont des héros. Et ils gagneront. Ils gagneront. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Merci.